Bonjour chers abonnés et bienvenue sur cette page. Aujourd'hui, on parle de philosophie. Et lors d'une vidéo précédente, on a passé en revue l'objet et l'origine de la philosophie. On a expliqué que l'origine de la réflexion philosophique explique son objet, qui au départ n'est pas déterminé de manière spécifique, mais à l'arrivée repose sur l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Donc, on a justifié le fait que Diogène le cynique marche en plein jour avec une lampe allumée disant qu'il cherche l'homme. On a aussi dit que c'est la raison pour laquelle Socrate demande de te connaître toi-même avant de connaître les dieux et les univers. Les 4 questions kantiennes ont été passées en revue. Et la dernière, c'est qui suis-je? C'est la preuve que l'homme reste et demeure l'objet de la philosophie. Aujourd'hui, on parle plutôt de la méthode philosophique. On parle donc d'une situation de vie et non d'une situation problème. Parce que beaucoup confondent. La situation problème, c'est à l'intégration. On dit bien APCESV, approche par compétence avec situation de vie. Et la situation de vie aujourd'hui est simple. On se focalise sur un élève. Tu fréquentes encore et une entreprise de la place te propose un poste pas mal payé, disons d'un salaire raisonnable. Et tu es encore sur les bancs. Voilà le point de départ de la situation. Mais, connecté aux logiques d'opposition, tes parents refusent que tu acceptes le poste et préfèrent que tu finisses l'année afin d'obtenir au moins ton baccalauréat, ou bien ton BEPC, ou bien le diplôme. Conseil, lis bien cette situation et travaille. Alors il y a une erreur, on ne devrait pas mettre le S, selon les tâches ci-après. La première tâche, ou première question, est claire. Quel est le problème philosophique posé par cette situation? Alors, un candidat peut dire qu'il s'agit du problème de l'orientation à prendre ou à choisir entre le travail et la continuité de l'école. Un autre candidat peut dire que le problème posé est celui de la nécessité de continuer l'école. Un autre candidat peut dire que le problème est celui de l'interruption de l'école par le travail. Bref, la formulation du problème est une chose, l'identification préalable de ce problème en est une autre. Quelles sont les solutions possibles face à ce problème? L'élève peut dire dès la classe de seconde que la première option, c'est de céder à l'appel à
candidature au poste de travail. C'est la thèse. Alors, la deuxième et non la seconde solution, c'est de suivre les parents qui disent qu'il faut continuer l'école au lieu de travail. C'est l'antithèse. La troisième, ou synthèse, consiste à fréquenter en travaillant. École, entreprise. On se rend bien compte que la troisième solution essaie de concilier les deux. Moi, je n'aime pas faire l'avancée à reculons. Donc pour moi, avec l'APC, on ne devrait plus utiliser les objectifs pédagogiques. Voilà pourquoi dans cette leçon, je remplace la notion d'objectif par celle de savoir acquérir, car ce concept serait plus adéquat, plus approprié à l'APC. Alors il y a 3 savoirs distincts, les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Et dans cette leçon, précisément, le savoir consiste à définir la méthode philosophique, le savoir-faire à dégager ses caractéristiques et le savoir-être à l'appliquer. Et oui, cette méthode-là mérite d'être appliquée devant n'importe quelle situation. À tout à l'heure pour le je retiens. Naturel pour soulager vos douleurs articulaires et améliorer votre qualité de vie. Renforcez votre système immunitaire. Stimulez la régénération du cartilage. Soulagez les douleurs articulaires. Protégez votre corps contre les maladies. Convient à tous, sans effets secondaires indésirables. Adapté aux personnes ayant un faible système immunitaire et à celles qui souffrent d'une carence en calcium. Prenez le contrôle de votre vie aujourd'hui. Ne laissez pas les douleurs articulaires limiter votre vie. Commencez dès maintenant avec le pack arthro et calcium. Je retiens. Petit 1, définition de la méthode philosophique. Étymologiquement, le mot méthode vient du latin methodus, qui veut dire le chemin, la démarche, la voie, la route pour atteindre un objectif. Alors, il s'agit bel et bien de la démarche qu'emprunte le philosophe lorsqu'il veut atteindre la vérité. Reste à savoir si le philosophe l'atteindra finalement de manière définitive et que non, toutes les vérités en philosophie sont soumises plus tard à un tamisage de la pensée rationnelle. Donc il n'y a pas de vérité absolue en philosophie. On remet tout en question. Voilà pourquoi chez Karl Jaspers, les questions sont plus importantes que les réponses. Car à chaque fois qu'en philosophie on trouve une réponse à une question, cette réponse la génère une autre question. On va donc recourir plutôt à la définition cartésienne de la méthode philosophique en disant qu'il s'agit du bon usage de la raison dans son discours sur la méthode. Ainsi définie, cette méthode mérite d'être caractérisée dans la deuxième partie de notre je retiens. On va dire que la première caractéristique de la méthode philosophique, c'est qu'elle est rationnelle. Il n'y a pas de philosophie sans raison, c'est-à-dire la faculté de bien juger, de distinguer le vrai du faux, de juger le bien du mal. Alors, ce qui permet de séparer la philosophie de la religion. Parce que la religion n'utilise pas tant la raison pour croire, elle utilise plutôt la foi. Et ce qui permet de faire le point de séparante entre philosophie et religion, c'est surtout sa deuxième caractéristique, le côté critique. Religion et réflexion ne riment pas. Religion et raison ne font pas bon ménage. Du coup, le philosophe, parce qu'il critique, même l'absolu, même Dieu, même la divinité, est perçu négativement par les religieux. Donc c'est Marcien Toa qui a le mérite de dire que la philosophie est essentiellement sacrilège. Et on ne commence à philosopher que lorsqu'on soumet l'héritage culturel et philosophique à une critique sans complaisance. Cela veut dire qu'il n'y a pas de maître et de disciple en philosophie. En tout cas, tant qu'on est encore disciple d'un maître, on n'a pas encore atteint le statut du philosophe. On ne peut atteindre ce statut que lorsqu'on critique le maître. Marx devient philosophe lorsqu'il critique son maître Hegel.
Platon devient véritablement philosophe lorsqu'il sort des idées de son maître Socrate. On verra les deux tout à l'heure. Et on va voir que la troisième caractéristique est plus pesante. Car en philosophie, on ne critique pas pour critiquer. On critique pour proposer quelque chose de mieux. En effet, chacun de nous a des qualités. Mais chacun de nous a aussi des défauts. Mais faut-il se concentrer sur les défauts de quelqu'un pour le juger? Que non. On peut revenir sur les qualités, surtout si elles sont plus grandes que les défauts. D'où le raisonnement philosophique en 3 temps. On dit donc que la méthode philosophique est fondamentalement dialectique. Et c'est à cela même qu'elle se distingue d'autres disciplines voisines qui elles aussi, ont la dialectique, mais pas au même titre que la dialectique philosophique. La dialectique littéraire, par exemple, n'impose pas la synthèse au corps du devoir. La dialectique juridique, par exemple, n'impose pas du tout de troisième partie du raisonnement au corps du devoir. Mais en philosophie, on attend une synthèse ou troisième partie au corps du devoir, distinctement de la conclusion, qui propose quant à elle une solution personnelle et contextualisée, comme nous le verrons tout à l'heure dans le troisième mouvement de notre Je retiens, les illustrations de la méthode philosophique. Beaucoup d'enseignants de philosophie enseignent à leurs élèves qu'il existe plusieurs méthodes philosophiques et que chaque philosophe a sa méthode. Que la méthode de Platon, par exemple, c'est le dialogue, la méthode de Socrate, c'est l'ironie, la méthode de Bergson, c'est l'intuition. À mon humble avis, il y aurait une erreur quelque part, à l'endroit précisément du concept de méthode. La méthode est la façon de procéder, la démarche qu'on adopte pour atteindre l'objectif. À ne pas confondre avec la technique, qui est la façon particulière, propre à un auteur, d'utiliser cette méthode-là. Donc, chaque philosophe a sa technique d'usage de la méthode philosophique qui en réalité est la même. Même quand on se dit que chez Platon, c'est en 2 temps, ascendance et descendance, d'une part et d'autre part, et que chez Hegel, c'est en 3 temps, thèse, antithèse et synthèse, il y a une erreur. Il y a une bourde quelque part. En réalité, c'est la même chose. Lorsque vous êtes encore dans la caverne, votre opinion n'est pas éclairée. C'est l'apparence. Vous êtes donc dans la thèse, la doxa. Vous transitez donc de la thèse à l'antithèse à travers une dialectique ascendante. Et quand vous êtes dans le monde des idées, dans l'abstraction, vous pensez autrement, vous avez une autre vision de la vie. Le soleil vous frappe les yeux. Mais comme le philosophe ne doit pas rester dans le monde des idées, il doit rentrer, sensibiliser les caverneux, ses semblables, il fait une seconde transition avec la dialectique descendante pour faire la synthèse lorsqu'il revient sur Terre. Donc en réalité c'est la même chose. Même quand Hegel parle de la dialectique du maître et de l'esclave, il s'agit toujours de 3 temps. Parce qu'en fait, au départ, le maître domine l'esclave pour 2 raisons. Ce sont les 2 arguments de la thèse. Le maître lui donne des ordres et le paie. Mais l'esclave, en retour, par son effort, par son travail, par la prestation, en réalité le chef du maître. Si la nounou n'accompagne pas l'enfant à l'école, est-ce que vous pouvez partir? On va donc voir dans la synthèse qu'il y a interdépendance de l'un à l'autre. Donc en réalité, même l'ironie et la maïeutique socratique n'est qu'une application particulière de la dialectique. Quand Socrate te pose la question, toi sophiste, que penses-tu de la justice, de la sagesse? Tu lui donnes ton point de vue. Aussi sûr de toi que tu puisses l'être, Socrate écoute dans la thèse et il se moque de toi à travers son ironie. C'est l'antithèse. À travers la moquerie de Socrate ou son ironie, ça provoque chez toi une volonté d'atteindre le savoir vrai. C'est ça la maïeutique, là d'accoucher les esprits. Pendant que sa mère accouchait les corps,
Socrate a couché les esprits. Qui est en réalité Socrate? Je vous laisse le découvrir. Découvrez l'histoire de l'homme qui a osé remettre en question toute une civilisation et dont les idées continuent de façonner notre monde 2400 ans après sa mort. Imaginez un monde où poser des questions est considéré comme un crime. Un monde où la recherche de la vérité peut vous coûter la vie. Ce monde a existé, et un homme s'est dressé contre lui, armé uniquement de sa pensée et de son courage. Cet homme, c'est Socrate. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment un simple fils de sculpteur est devenu l'une des figures les plus influentes de l'histoire de la pensée. Vous comprendrez pourquoi ces idées sont encore débattues aujourd'hui et comment elles peuvent changer votre façon de voir le monde. Si vous avez déjà ressenti le besoin de remettre en question les certitudes qui vous entourent, cette histoire est pour vous. Préparez-vous à un voyage fascinant dans l'Athènes antique, où la quête de sagesse pouvait être une aventure périlleuse. Vous verrez comment les expériences de Socrate ont façonné sa philosophie, et comment cette philosophie a finalement conduit à sa perte et à son immortalité. Pour comprendre Socrate, nous devons d'abord comprendre le monde dans lequel il est né. Transportons-nous à Athènes, en l'an 470 avant Jésus-Christ. Athènes est alors au sommet de sa gloire. La cité vient de repousser l'invasion perse, affirmant sa domination sur le monde grec. C'est le début de ce qu'on appellera plus tard le siècle de Périclès, une période d'extraordinaire floraison culturelle et intellectuelle. Les rues de la ville bourdonnent d'activité. Sur l'acropole, le Parthénon s'élève vers le ciel, symbole de la puissance et de la sophistication athénienne. Dans les théâtres, les tragédies d'Échille et de Sophocle explorent les profondeurs de l'âme humaine. Sur l'agora, la place du marché, les citoyens débattent des affaires de la cité. Car Athènes est fière de sa démocratie. Pour la première fois dans l'histoire, le peuple, ou du moins, les hommes citoyens libres, a son mot à dire dans le gouvernement de la cité. C'est une innovation révolutionnaire, mais aussi une source de tension. Qui devrait vraiment gouverner? Les plus sages? Les plus riches? Ou chaque citoyen a-t-il une voix égale? C'est dans ce contexte bouillonnant que naît Socrate, fils de Sophroniscus, un sculpteur, et de Phaénarète, une sage-femme. Sa naissance est modeste, mais le monde dans lequel il grandit est riche en idées et en opportunités. Le jeune Socrate grandit en observant son père travailler la pierre. Il apprend que la beauté peut émerger d'un bloc de marbre brut, à condition de poser les bonnes questions, où frapper, quel angle adopter. Cette leçon le marquera profondément. De sa mère, sage-femme, il apprend peut-être sans le savoir l'art d'aider les autres à accoucher de leurs idées. Il voit comment elle guide les femmes à travers le processus de l'accouchement, les aidant à faire émerger une nouvelle vie. Plus tard, il appliquera cette approche à la philosophie. Mais l'Athènes de Socrate n'est pas que splendeur et lumière. Sous la surface brillante couvent des tensions. La société est profondément divisée entre riches et pauvres. Les esclaves, nombreux, n'ont aucun droit. Et malgré sa démocratie, Athènes est une puissance impérialiste, imposant sa volonté à d'autres cités grecques. Le jeune Socrate observe tout cela avec un œil critique. Il voit les contradictions de sa société. Une cité qui se prétend juste, mais qui pratique l'esclavage, qui célèbre la sagesse, mais qui est souvent gouvernée par la démagogie. C'est dans ce creuset d'idées et de contradictions que se forme l'esprit du futur philosophe. Socrate grandit en se posant des questions que peu osent formuler. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la vertu? Comment devrait-on vraiment gouverner une cité? À l'adolescence, Socrate découvre la philosophie. Sur l'agora, il écoute avec fascination les débats entre les sophistes, ces maîtres de rhétorique qui prétendent pouvoir enseigner la vertu et le succès politique. Il entend parler des grands penseurs de son époque. Parménide, qui affirme que la réalité est une et immuable. Héraclite, qui soutient au contraire que tout est en perpétuel changement. Anaxagore, qui ose suggérer que le soleil n'est qu'une boule de feu et non un dieu. Ces idées éveillent en Socrate une soif insatiable de sagesse. Mais contrairement à beaucoup de ses contemporains, il n'est pas satisfait par les réponses toutes faites. Il veut comprendre par lui-même. C'est à cette époque que Socrate aurait consulté l'oracle de Delphes. Selon la légende, l'oracle aurait déclaré qu'il n'y avait pas d'homme plus sage que Socrate. Perplexe, car il avait conscience de son ignorance, Socrate aurait décidé de comprendre le sens de cette déclaration.
il commence à interroger ceux qui sont considérés comme sages, politiciens, poètes, artisans. À chaque fois, il découvre que ces personnes, bien qu'expertes dans leur domaine, prétendent aussi savoir des choses qu'elles ignorent en réalité. C'est une révélation pour Socrate. Il comprend que sa sagesse, paradoxalement, réside dans le fait qu'il est conscient de son ignorance. « Je sais que je ne sais rien », dira-t-il plus tard. Cette phrase, loin d'être un aveu de défaite, est en réalité le point de départ de sa philosophie. Car pour Socrate, reconnaître son ignorance est le premier pas vers la vraie connaissance. C'est seulement en admettant que nous ne savons pas que nous pouvons commencer à vraiment apprendre. C'est à cette époque que Socrate développe sa fameuse méthode de questionnement. Il ne prétend pas enseigner la sagesse. Comment le pourrait-il, puisqu'il affirme ne rien savoir? Au lieu de cela, il pose des questions simples en apparence, mais qui révèlent rapidement la complexité des concepts que nous tenons pour acquis. Prenons un exemple. Socrate pourrait demander « Qu'est-ce que le courage ?» Son interlocuteur pourrait répondre « Le courage, c'est ne pas fuir face à l'ennemi. » Socrate demanderait alors « Mais un général qui ordonne une retraite stratégique est-il un lâche? N'y a-t-il pas du courage à reconnaître quand il faut se retirer ?» Et ainsi de suite, jusqu'à ce que son interlocuteur réalise que sa définition initiale du courage était incomplète ou contradictoire. Cette méthode, que l'on appellera maïeutique, du grec maïeutiké et qui signifie l'art de l'accouchement, vise à aider les gens à accoucher de leurs propres idées. Comme sa mère aidait les femmes à mettre au monde des enfants, Socrate aide ses interlocuteurs à mettre au monde des idées. Mais cette méthode n'est pas toujours confortable. Elle oblige les gens à remettre en question leurs croyances les plus ancrées. Elle révèle souvent notre ignorance, ce qui peut être humiliant. C'est pourquoi Socrate se compare parfois à un taon, cet insecte qui pique le cheval pour le maintenir éveillé. Il voit son rôle comme celui d'un agitateur qui empêche la cité de s'endormir dans le confort de ses certitudes. Cette période de la vie de Socrate est aussi marquée par son mariage avec Xanthippe. Les sources antiques décrivent souvent Xanthippe comme une femme au caractère difficile. Mais Socrate aurait dit qu'il l'avait choisie précisément pour cette raison. « Si je peux vivre avec elle, disait-il, je pourrais m'entendre avec n'importe qui. » C'est un exemple de l'humour et de l'autodérision de Socrate, qui n'hésitait pas à se moquer de lui-même. La vie de Socrate prend un tournant inattendu lorsque la guerre éclate entre Athènes et Sparte en 431 avant Jésus-Christ. Cette guerre, qui durera près de 30 ans, va bouleverser le monde grec et laisser une marque indélébile sur la pensée de Socrate. À 39 ans, Socrate est appelé à servir comme hoplite, un soldat d'infanterie lourdement armé. C'est un changement radical pour ce philosophe habitué au débat de l'agora. Pourtant, Socrate s'adapte remarquablement bien à la vie militaire. Ses compagnons d'armes racontent des anecdotes qui deviendront légendaires. Lors de la bataille de Potidée, Socrate sauve la vie du jeune Alcibiade, futur général athénien. Lors d'une retraite en plein hiver, il marche pieds nus dans la neige sans se plaindre, montrant une endurance qui impressionne même les soldats les plus endurcis. Ces expériences forgent en Socrate une conception de la vertu basée sur la maîtrise de soi et le courage face à l'adversité. Pour lui, la vraie bravoure ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à agir correctement malgré la peur. C'est aussi pendant la guerre que Socrate développe sa capacité à la concentration intense. Ses camarades racontent comment il pouvait rester immobile pendant des heures, plongé dans ses pensées, même au milieu du tumulte du camp. Mais la guerre pose aussi à Socrate des questions philosophiques profondes. Face à la brutalité du conflit, il s'interroge « Qu'est-ce que le courage ? Est-ce simplement l'absence de peur, ou y a-t-il quelque chose de plus profond ? Qu'est-ce qui justifie qu'un homme en tue un autre ? Quel est le fondement de la loyauté envers sa cité ? » Ces questions vont nourrir sa réflexion philosophique pour le reste de sa vie. Elles le conduiront à développer des idées révolutionnaires sur l'éthique et la politique. La guerre du Péloponnèse a aussi un impact profond sur Athènes. La cité, autrefois brillante et confiante, devient de plus en plus autoritaire et paranoïaque. C'est dans ce contexte de crise que la méthode de questionnement de Socrate va commencer à être perçue comme une menace par les autorités. De retour à Athènes, Socrate ne peut plus se contenter de la vie ordinaire. Il a vu de trop près la fragilité de la vie et la complexité du monde pour accepter les réponses toutes faites. C'est alors qu'il décide de consacrer sa vie à la quête de la sagesse.
Socrate commence à passer ses journées sur l'agora, engageant quiconque veut bien l'écouter dans des discussions philosophiques. Il n'ouvre pas d'école, ne fait pas payer ses enseignements. Il se considère comme un philosophe de rue, accessible à tous. Sa méthode de questionnement attire rapidement l'attention. Certains sont fascinés par sa capacité à révéler les contradictions dans leurs pensées. D'autres sont irrités par ses questions incessantes qui remettent en cause leur certitude. Parmi ceux qui sont attirés par Socrate, on trouve de nombreux jeunes gens de l'élite athénienne. L'un d'eux, un jeune homme brillant nommé Platon, deviendra plus tard l'un des plus grands philosophes de l'histoire et le principal témoin de la pensée de Socrate. C'est à cette époque que Socrate développe pleinement ses idées philosophiques. « Connais-toi toi-même ». Cette maxime inscrite sur le temple de Delphes devient le cœur de la philosophie de Socrate. Pour lui, la connaissance de soi est le fondement de toute sagesse. Il encourage ses concitoyens à examiner leurs croyances, leurs motivations, leurs désirs. Comment peut-on prétendre comprendre le monde si on ne se comprend pas soi-même ? L'intellectualisme moral. Socrate développe l'idée révolutionnaire que la vertu est une forme de connaissance. Selon lui, personne ne fait le mal volontairement. Si quelqu'un agit de manière immorale, c'est par ignorance plutôt que par mauvaise volonté. Cette idée a des implications profondes. Elle suggère que l'éducation est la clé pour améliorer la moralité d'une société. Elle remet aussi en question l'idée de punition. Si le mal est le résultat de l'ignorance, ne devrait-on pas éduquer plutôt que punir ? La priorité de l'âme. Dans une Athènes obsédée par la gloire et la richesse, Socrate ose affirmer que le soin de l'âme est plus important que les possessions matérielles. Pour lui, la vraie richesse est intérieure. Il encourage ses concitoyens à se préoccuper davantage de leur développement moral et intellectuel que de leur statut social. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Cette idée aura une influence profonde sur la philosophie occidentale, en particulier sur le christianisme. La critique de la démocratie. Bien qu'Athènes soit considérée comme le berceau de la démocratie, Socrate ose la remettre en question. Il craint que le vote populaire ne conduise à des décisions irrationnelles. Pour lui, gouverner est un art qui requiert des connaissances et des compétences spécifiques. Socrate compare souvent le gouvernement d'une cité à la navigation d'un navire. Laisserait-on le premier venu prendre le gouvernail d'un navire sans formation ? Alors pourquoi laisser n'importe qui prendre des décisions cruciales pour la cité ? Cette position est controversée dans l'Athènes démocratique et lui vaudra de nombreux ennemis. Pourtant, Socrate ne propose pas un retour à l'oligarchie. Il plaide plutôt pour une méritocratie où le pouvoir serait confié aux plus sages et aux plus vertueux. L'importance du dialogue. Pour Socrate, la vérité émerge du dialogue et de l'échange d'idées. Il ne croit pas à la transmission passive du savoir. La connaissance, selon lui, doit être activement construite par chaque individu à travers le questionnement et la réflexion. C'est pourquoi il privilégie toujours la discussion ouverte à l'enseignement dogmatique. Cette approche influencera profondément la pédagogie occidentale. Le doute comme vertu. « Je sais que je ne sais rien » y est peut-être la citation la plus célèbre attribuée à Socrate. Cette déclaration paradoxale souligne l'importance de l'humilité intellectuelle et de la remise en question constante de nos connaissances. Pour Socrate, le doute n'est pas un signe de faiblesse, mais le début de la sagesse. C'est une idée qui résonne particulièrement dans notre ère de post-vérité, où la capacité à remettre en question l'information est plus cruciale que jamais. La recherche de définitions universelles. Socrate cherche constamment à définir des concepts comme la justice, la piété, le courage. Il ne se contente pas d'exemples particuliers, mais cherche des définitions universelles. Cette quête de l'universel influencera profondément la philosophie occidentale, en particulier la théorie des idées de Platon. La méthode de Socrate, bien que fascinante pour certains, est profondément dérangeante pour d'autres. En remettant constamment en question les idées reçues, il ébranle les fondements mêmes de la société athénienne. Ces questions sur la justice font douter de la légitimité des lois. Ces interrogations sur la piété remettent en question les pratiques religieuses traditionnelles. De plus, Socrate attire autour de lui de nombreux jeunes gens de l'élite athénienne. Des figures comme Alcibiade, Critia ou Platon sont ses disciples. Cela inquiète les autorités, qui craignent que Socrate ne corrompe la jeunesse en les détournant des valeurs traditionnelles. La tension monte. Aristophane, le célèbre auteur comique, ridiculise Socrate dans sa pièce Les Nuées, le dépeignant comme un sophiste qui enseigne à y faire triompher la cause injuste. Bien que ce soit une caricature, elle reflète une opinion répandue sur Socrate. Socrate est formellement accusé de 2 crimes. L'impiété, ne pas croire au dieu de la cité, et la corruption de la jeunesse.
Ces accusations sont probablement motivées par des raisons politiques. Athènes, qui a perdu la guerre contre Sparte, cherche des boucs émissaires. Socrate, avec ses critiques constantes de la démocratie, est une cible parfaite. Le procès de Socrate est un moment crucial de l'histoire de la philosophie. Face à ses accusateurs, Socrate reste fidèle à ses principes. Il utilise sa méthode de questionnement pour exposer les faiblesses de leurs arguments. Plutôt que de plaider pour sa vie, il maintient sa position philosophique, refusant de compromettre ses principes pour échapper à la punition. Dans son discours de défense, rapporté par Platon dans l'Apologie de Socrate, il prononce ces mots célèbres. « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue ». Il affirme que son rôle est celui d'un temps qui pique la cité. Pour la maintenir éveillée, est un service qu'il rend à Athènes, même si la cité ne le comprend pas. Socrate refuse de s'abaisser à supplier pour sa vie, comme c'était la coutume. Au contraire, il suggère que pour ses services à la cité, il mériterait d'être nourri au Prytanée, un grand honneur à Athènes, plutôt que d'être puni. Cette attitude est perçue comme de l'arrogance par beaucoup de juges. Malgré sa défense éloquente, Socrate est déclaré coupable à une faible majorité. Vient alors le moment de déterminer la peine. Les accusateurs demandent la peine de mort. Socrate, fidèle à son ironie habituelle, propose d'abord comme punition et d'être nourri aux frais de l'État pour le reste de sa vie. Puis, plus sérieusement, il propose une amende. Mais il est trop tard. Irrité par son attitude, les juges le condamnent à mort par empoisonnement à la ciguë. Socrate accepte son sort avec une sérénité qui stupéfie ses amis et ses ennemis. Pour lui, c'est l'occasion ultime de mettre en pratique sa philosophie. Il refuse de s'échapper, bien que ses amis lui en offrent l'opportunité. Il explique que, ayant vécu sous les lois d'Athènes et en ayant bénéficié toute sa vie, il serait injuste de les violer maintenant, même s'il considère son jugement comme injuste. Il discute de l'immortalité de l'âme, consolant ses amis plutôt que d'être consolé. Il voit sa mort comme un passage vers une autre forme d'existence, peut-être meilleure. Finalement, avec un calme qui impressionne même ses geôliers, Socrate boit la coupe de poison. Ses dernières paroles, selon Platon, sont « Eucriton, nous devons un coq à Asclépio. Payez cette dette, ne l'oubliez pas ». Cette phrase énigmatique a été interprétée de nombreuses façons. Certains y voient une dernière ironie de Socrate, d'autres y voient simplement le souci d'un homme de régler ses dernières affaires avant de partir. La mort de Socrate marque profondément ses disciples et la société athénienne. Platon, en particulier, consacrera une grande partie de sa vie à préserver et développer la pensée de son maître. La fin de Socrate marque la fin d'une vie, mais le début d'un héritage qui traverse les siècles. Son influence sur la philosophie et la culture occidentale est incommensurable. Fondation de la philosophie occidentale. Socrate est souvent considéré comme le père de la philosophie occidentale. Son approche rationnelle et son accent sur l'éthique ont jeté les bases de siècles de réflexion philosophique. Influence sur Platon et Aristote. Les enseignements de Socrate ont profondément influencé Platon, qui à son tour a enseigné à Aristote. Ces trois penseurs forment le triumvirate fondateur de la philosophie occidentale. Méthode d'enquête critique. La méthode socratique a inspiré des approches pédagogiques et intellectuelles qui mettent l'accent sur le questionnement critique et l'analyse logique. Éthique et politique. Les réflexions de Socrate sur la justice, la vertu et le bon gouvernement continuent d'informer les débats éthiques et politiques contemporains. Sa critique de la démocratie, en particulier, reste pertinente dans nos sociétés modernes. Modèle de l'intellectuel engagé. La vie de Socrate offre un exemple puissant de l'intellectuel qui refuse de compromettre ses principes face à l'adversité politique. Il inspire encore aujourd'hui ceux qui osent remettre en question le statu quo. Inspiration artistique et culturelle. La figure de Socrate a inspiré d'innombrables œuvres d'art, de littérature et de théâtre à travers les siècles. De la peinture néoclassique La mort de Socrate et de Jacques-Louis David aux réflexions philosophiques modernes sur la désobéissance civile, Socrate continue de fasciner les artistes et les penseurs. Démocratie et liberté d'expression. Bien que critique de la démocratie, le procès de Socrate est souvent cité comme un avertissement contre la suppression de la liberté d'expression dans les sociétés démocratiques. Il nous rappelle l'importance de protéger le droit à la dissidence et au questionnement critique. Socrate reste une figure fascinante et inspirante, plus de 2400 ans après son décès. Sa quête incessante de sagesse,
son courage face à l'adversité et sa méthode de questionnement continuent de résonner dans notre monde moderne. Dans une époque où l'information est abondante, mais où la sagesse semble parfois faire défaut, les enseignements de Socrate nous rappellent l'importance de l'introspection, du questionnement critique et de la poursuite de la vertu. Que pouvons-nous apprendre de Socrate aujourd'hui ? Peut-être que la véritable sagesse réside dans la reconnaissance de notre propre ignorance, dans la volonté de remettre en question nos croyances les plus ancrées et dans le courage de vivre selon nos principes, quelles qu'en soient les conséquences. Socrate nous invite à être des temps dans notre société, à poser les questions difficiles, à remettre en question le statu quo. Il nous rappelle que la philosophie n'est pas un luxe intellectuel, mais une nécessité vitale pour une société saine. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez face à une certitude, posez-vous la question, que dirait Socrate ? Osez douter, osez questionner. Car comme nous l'a montré ce Gatsby d'Athènes, c'est souvent dans le doute et l'incertitude que nous trouvons les graines de la véritable sagesse. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et nous aider à produire plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Bien, on verra que même chez Descartes, dans sa méthode appelée le doute, c'est toujours une application de la dialectique, la règle de l'évidence, l'analyse. La synthèse est même toujours chez Descartes, la troisième partie. Vous voyez, c'est la même chose. Le dénombrement n'est qu'une étape de vérification. Donc, on pourrait ramener ça à la conclusion. Ça veut dire que c'est la même méthode philosophique depuis le départ. Mais la façon dépend de chaque auteur. La façon d'utiliser, c'est-à-dire la technique varie d'un auteur à l'autre. Mais la méthode en elle-même garde la même définition et les mêmes caractéristiques. On revient donc sur la situation de vie posée plus haut dans le cours. Si une entreprise de la place te propose un poste que tu élèves, vas-tu suivre tes parents qui te conseillent de finir l'école ou alors écouter l'entreprise qui te propose un poste? Ou même opter pour la synthèse, c'est-à-dire faire les deux. J'attends ta réponse en commentaire. Avant de te laisser, je te propose de découvrir qui était René Descartes. Une nuit glaciale de novembre 1619. Une petite pièce chauffée par un poêle, un de ces grands fourneaux en fonte de l'époque. Un jeune homme de 23 ans se tient debout, immobile. Ses yeux brillent d'une intensité fiévreuse. Il vient de vivre une expérience qui va changer sa vie et, par extension, l'histoire de la pensée occidentale. Ce jeune homme, c'est René Descartes. Cette nuit-là, il a eu une série de 3 rêves qu'il interprète comme une révélation divine. Dans ces rêves, il entrevoit la possibilité d'une science universelle, capable d'unifier toutes les connaissances humaines. Une science fondée non pas sur l'autorité des anciens ou sur la tradition, mais sur la raison pure et les mathématiques. Cette nuit marque le début d'une quête intellectuelle qui va bouleverser la philosophie, la science et notre compréhension même de ce que signifie être humain. Remontons le temps jusqu'au 31 mars 1596. Dans le petit village de La Haye en Touraine, un enfant vient de naître. C'est René Descartes. Le nouveau-né est si fragile que la sage-femme prédit qu'il ne vivra pas longtemps. Quelle ironie du sort pour celui qui deviendra l'un des penseurs les plus influents de l'histoire. Le jeune René grandit dans un royaume de France encore marqué par les guerres de religion. Ces conflits entre catholiques et protestants ont laissé une empreinte indélébile sur la société française, remettant en question les certitudes religieuses et morales. C'est dans ce contexte de doute et de remise en question que Descartes va forger sa pensée. Son père, Joachim Descartes, est conseiller au Parlement de Bretagne. Sa mère, Jeanne Brochard, décède alors qu'il n'est âgé que d'1 année. Dès son plus jeune âge, René se distingue par sa curiosité insatiable et son esprit vif. Son père le surnomme affectueusement « mon petit philosophe » en raison de ses questions incessantes. Mais cette intelligence précoce s'accompagne d'une santé fragile. Le jeune René est pâle, toussote souvent, et les médecins recommandent qu'il reste au lit tard le matin. Cette habitude de réfléchir au lit deviendra plus tard une méthode de travail pour le philosophe adulte. À l'âge de 10 ans, le jeune Descartes entre au collège jésuite de la Flèche, l'une des institutions éducatives les plus prestigieuses du royaume. C'est un monde nouveau qui s'ouvre à lui, latin, grec,
logique, mathématiques, physique, métaphysique. Le programme est rigoureux et exigeant. L'éducation à la flèche est typique de la scolastique médiévale. Cette méthode d'enseignement, dominante depuis des siècles, repose sur l'étude des textes anciens, en particulier ceux d'Aristote, et sur des exercices de logique formelle. Les élèves apprennent à argumenter, à débattre, mais toujours dans le cadre strict de la doctrine chrétienne et de l'autorité des anciens. Mais le brillant élève qu'est Descartes commence à ressentir un malaise. Il trouve que l'enseignement qu'il reçoit, bien que vaste, manque de solidité. Les professeurs citent Aristote et les anciens comme des autorités indiscutables, mais Descartes se demande comment peut-on être sûr que ces anciens avaient raison. Un jour, plongé dans l'étude d'un traité de logique, une pensée le frappe. Toute cette connaissance ne repose-t-elle pas sur des fondations fragiles ? Ne devrions-nous pas tout remettre en question et reconstruire notre savoir sur des bases plus solides ? Cette intuition va germer dans l'esprit de Descartes pendant des années, le poussant à chercher une méthode pour atteindre une connaissance certaine et indubitable. Après ses études, Descartes aurait pu suivre la voie tracée par son père et devenir avocat ou magistrat. Mais le jeune homme a soif d'expérience. Il décide de s'engager comme gentilhomme volontaire dans l'armée du prince Maurice de Nassau. Descartes, ce jeune homme de petite taille, à la santé fragile, revêtu d'une armure, se retrouve à chevaucher à travers l'Europe. Il participe à la guerre de 30 ans, ce conflit qui déchire l'Europe. Mais même au milieu du chaos de la guerre, son esprit ne cesse de travailler. Ces années de voyage sont cruciales pour Descartes. Il découvre la diversité des coutumes et des opinions à travers l'Europe. Cette expérience renforce sa conviction que les vérités considérées comme évidentes dans un pays peuvent être rejetées dans un autre. Il en conclut que la plupart de nos croyances sont fondées sur la coutume et l'éducation plutôt que sur la raison. C'est lors de ces voyages qu'il rencontre Isaac Bickman, un savant hollandais qui ravive son intérêt pour les mathématiques et la physique. Cette rencontre est cruciale. Elle convainc Descartes que les mathématiques peuvent être la clé pour comprendre l'univers. Et puis vient cette fameuse nuit de novembre 1619, celle des 3 rêves. Descartes y voit un signe. Il doit consacrer sa vie à la recherche de la vérité par la raison. De retour au royaume de France, Descartes commence à développer sa méthode philosophique. Mais le climat intellectuel de l'époque est dangereux pour les penseurs novateurs. L'ombre de l'Inquisition plane sur l'Europe. Galilée vient d'être condamné pour avoir osé affirmer que la Terre tourne autour du Soleil. Descartes décide alors de s'exiler aux Pays-Bas, où il peut travailler dans une relative tranquillité. C'est là, dans le calme des polders hollandais, qu'il va élaborer sa philosophie révolutionnaire. Sa méthode est radicale. Il décide de douter de tout. Absolument tout. Ses sens, ils peuvent le tromper. Ses souvenirs, peut-être sont-ils des illusions. Le monde autour de lui, qui sait, peut-être n'est-ce qu'un rêve élaboré. Descartes pousse le doute jusqu'à ses limites extrêmes. Il imagine même un malin ou mauvais génie, une entité toute puissante qui s'amuserait à le tromper constamment. Dans ce scénario, comment peut-on être sûr de quoi que ce soit ? C'est là, au bord du gouffre du scepticisme absolu, qu'il trouve son point d'appui. Même s'il doute de tout, il ne peut pas douter qu'il doute. Et s'il doute, c'est qu'il pense. Et s'il pense, c'est qu'il existe. Je pense, donc je suis. Cogito, ergo sum. Cette phrase simple mais puissante devient le socle sur lequel Descartes va reconstruire toute sa philosophie. L'importance de cette découverte ne peut être surestimée. Pour la première fois, un philosophe fonde la certitude non pas sur Dieu, sur la tradition ou sur le monde extérieur, mais sur l'acte même de penser. C'est une révolution copernicienne en philosophie. À partir de cette certitude de sa propre existence en tant qu'être pensant, Descartes développe une vision du monde qui va marquer profondément la pensée occidentale, le dualisme corps-esprit. Pour Descartes, l'être humain est composé de 2 substances distinctes. Le corps, qui est une substance étendue, res extensa, et l'esprit, qui est une substance pensante, res cogitant. Le corps est comme une machine complexe, obéissant aux lois de la physique. Il peut être étudié, mesuré, disséqué comme n'importe quel objet matériel. Cette vision mécaniste du corps humain ouvre la voie à la médecine moderne. L'esprit, lui, est le siège de la pensée, de la volonté, de la conscience. Il est immatériel et échappe aux lois du monde physique. Pour Descartes, c'est cette capacité de penser qui définit l'essence de l'être humain. Cette séparation radicale entre le corps et l'esprit a des implications profondes. Elle permet à Descartes de concilier la science naissante avec la foi chrétienne. Le monde matériel, y compris le corps humain, peut être étudié scientifiquement sans menacer l'existence de l'âme immortelle. Mais cette théorie soulève aussi des problèmes épineux. Si le corps et l'esprit sont 2 substances distinctes,
comment interagissent-ils? Comment nos pensées peuvent-elles influencer nos actions physiques, et vice-versa? Descartes soutient que cette interaction se fait à travers la glande pinéale, une petite glande située au centre du cerveau. Cette idée sera largement critiquée par la suite, mais le problème corps-esprit qu'elle soulève reste un sujet de débat en philosophie et en neurosciences jusqu'à aujourd'hui. Le dualisme cartésien a eu un impact durable sur notre culture. On le retrouve dans la façon dont nous pensons à nous-mêmes, dans notre langage « je ne suis pas maître de mon corps », et même dans certaines pratiques médicales qui traitent le corps et l'esprit séparément. Mais Descartes ne s'arrête pas là. Il développe une méthode pour penser clairement et résoudre des problèmes. Une méthode qui va influencer non seulement la philosophie, mais aussi les sciences et même notre façon de penser au quotidien. Cette méthode, exposée dans son célèbre « Discours de la méthode », comprend 4 règles. Ne jamais accepter quelque chose comme vrai sans preuve évidente. Diviser chaque problème en autant de parties que nécessaire pour mieux le résoudre. Conduire ses pensées dans un ordre, en commençant par les objets les plus simples pour s'élever progressivement vers les plus complexes. Faire des revues si complètes qu'on soit assuré de ne rien omettre. Ces règles peuvent sembler simples, voire évidentes aujourd'hui. Mais à l'époque de Descartes, elles étaient révolutionnaires. Elles proposaient une approche systématique et rationnelle pour aborder les problèmes, en opposition avec la méthode scolastique basée sur l'autorité et la tradition. La première règle, celle du doute méthodique, est particulièrement importante. Elle invite à suspendre son jugement et à examiner de manière critique toutes ses croyances. C'est une attitude qui est au cœur de la démarche scientifique moderne. La deuxième règle, celle de l'analyse, est à la base de nombreuses méthodes de résolution de problèmes. Que ce soit en mathématiques, en ingénierie ou en management, l'idée de décomposer un problème complexe en sous-problèmes plus simples est largement utilisée. La troisième règle, celle de l'ordre, reflète la conviction de Descartes que la connaissance doit être construite de manière systématique, en allant du simple au complexe. Cette approche a profondément influencé l'organisation des programmes scolaires et universitaires. Enfin, la quatrième règle, celle de l'énumération complète, souligne l'importance de la rigueur et de l'exhaustivité dans la réflexion. C'est un principe qui est au cœur de nombreuses méthodologies scientifiques. L'influence de Descartes sur la pensée occidentale est si profonde qu'il est difficile d'en mesurer toute l'étendue. En philosophie, il est considéré comme le fondateur de la philosophie moderne. Son approche rationnelle et sa méthode du doute ont ouvert la voie à de nombreux courants philosophiques, du rationalisme à l'idéalisme. En science, l'approche cartésienne a joué un rôle crucial dans le développement de la méthode scientifique. L'idée que le monde naturel fonctionne comme une machine, régie par des lois mathématiques, a été fondamentale pour le développement de la physique moderne. Isaac Newton, par exemple, s'est largement appuyé sur la vision mécaniste de Descartes pour développer ses lois du mouvement. En mathématiques, Descartes a fait des contributions majeures. Il est l'inventeur de la géométrie analytique, qui unit l'algèbre et la géométrie. Le système de coordonnées que nous utilisons aujourd'hui porte son nom, les coordonnées cartésiennes. Cette innovation a permis de représenter graphiquement des équations algébriques, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités en mathématiques et en physique. Même dans notre vie quotidienne, l'influence de Descartes est présente. Quand nous parlons de « penser de manière cartésienne », nous faisons référence à une pensée claire, logique et méthodique. L'idée que les problèmes complexes peuvent être résolus en les décomposant en parties plus simples est largement utilisée dans de nombreux domaines, de la gestion de projets à la résolution de conflits. Malgré sa santé fragile, Descartes continue à travailler sans relâche. Il publie ses œuvres majeures, le Discours de la méthode en 1637, les Méditations métaphysiques en 1641 et les Principes de la philosophie en 1644. Ces ouvrages suscitent à la fois admiration et controverse. Ils sont lus et discutés dans toute l'Europe, faisant de Descartes une célébrité intellectuelle. Mais la vie de Descartes prend un tournant inattendu en 1649. La reine Christine de Suède, fascinée par sa philosophie, l'invitait à sa cour pour être son précepteur. Descartes hésite. Il a toujours préféré la tranquillité et la solitude pour son travail. De plus, sa santé est fragile et le climat suédois est réputé rude. Finalement, il accepte l'invitation. Peut-être voit-il là une opportunité de diffuser ses idées au plus haut niveau. Peut-être aussi est-il flatté par l'attention d'une reine. Mais ce voyage en Suède sera fatal. Le climat rigoureux de Stockholm et les exigences de la reine, qui insiste pour prendre ses leçons à 5 heures du matin, ont raison de sa constitution fragile. Descartes meurt d'une pneumonie le 11 février 1650, à l'âge de 53 ans. Sa mort en terre étrangère a quelque chose de symbolique. Descartes, qui avait passé sa vie à remettre en question les idées reçues, meurt loin de son pays natal, comme un exilé de la pensée. Malgré son influence immense,
la pensée de Descartes n'est pas sans critique. Son dualisme corps-esprit a été remis en question par les avancées en neurosciences. Les recherches modernes montrent que le cerveau et la conscience sont intimement liés, rendant difficile l'idée d'un esprit totalement séparé du corps. Sa vision mécaniste du monde a été nuancée par la physique quantique et la théorie du chaos. Ces théories ont montré que l'univers est bien plus complexe et imprévisible que ne le pensait Descartes. Certains philosophes ont critiqué l'approche cartésienne comme étant trop individualiste et détachée du monde. Le philosophe Maurice Merleau-Ponty, par exemple, a souligné l'importance de notre expérience corporelle dans notre compréhension du monde, en opposition avec l'approche purement intellectuelle de Descartes. Malgré ces critiques, l'influence de Descartes sur la science moderne est indéniable. Sa vision d'un univers mécanique, régi par des lois mathématiques, a été fondamentale pour le développement de la physique newtonienne. Sa méthode de doute systématique et de raisonnement rigoureux est à la base de la méthode scientifique. L'idée que les théories doivent être testées et potentiellement réfutées, plutôt qu'acceptées sur la base de l'autorité, est un héritage direct de Descartes. En médecine, sa vision mécaniste du corps humain a ouvert la voie à une approche plus scientifique de la santé et de la maladie. Bien que nous reconnaissions aujourd'hui l'importance des facteurs psychologiques et environnementaux dans la santé, l'idée que le corps peut être étudié comme un système complexe mais compréhensible reste centrale en médecine. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, les idées de Descartes continuent d'être débattues. Sa séparation entre l'esprit et le corps pose la question. Une machine pourrait-elle penser? Si la pensée est indépendante du corps, comme le suggérait Descartes, alors pourquoi pas? Cette question, connue sous le nom de « problème de Descartes », reste un sujet de débat intense en philosophie de l'esprit et en sciences cognitives. L'héritage de Descartes reste immense et pertinent. Dans un monde où l'information circule à une vitesse vertigineuse, où les fake news et la désinformation sont omniprésentes, la méthode cartésienne du doute systématique est plus importante que jamais. Elle nous rappelle l'importance de penser par nous-mêmes, de ne pas accepter aveuglément ce qu'on nous dit, mais de chercher des preuves et des raisons solides. En même temps, les questions soulevées par Descartes sur la nature de la conscience, sur la relation entre l'esprit et le corps, trouvent un écho dans les débats actuels sur l'intelligence artificielle et la nature de l'esprit humain. Pouvons-nous créer des machines pensantes? Qu'est-ce qui distingue réellement l'intelligence humaine de l'intelligence artificielle? La quête cartésienne de certitude reste aussi pertinente que jamais. Dans un monde de plus en plus complexe et incertain, nous cherchons toujours des points d'ancrage, des vérités sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Bien que nous ayons peut-être abandonné l'idée d'une certitude absolue, l'aspiration à la clarté et à la rigueur dans notre pensée reste un idéal puissant. Ainsi, plus de 350 ans après sa mort, Descartes continue de nous interpeller. Il nous invite à douter, à questionner, à penser. Il nous rappelle que la philosophie n'est pas un exercice abstrait, mais une quête vivante de compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Car après tout, comme l'a si bien dit Descartes, pour atteindre la vérité, il faut une fois dans sa vie se défaire de toutes les opinions que l'on a reçues et reconstruire de nouveau, et dès le fondement, tout le système de ses connaissances. Dans un monde en constante évolution, où les certitudes d'hier sont remises en question aujourd'hui, l'approche cartésienne nous offre un outil précieux pour naviguer dans la complexité. Elle nous encourage à ne pas nous contenter des apparences, à creuser plus profondément, à chercher les fondements solides de notre compréhension. Descartes nous rappelle que la pensée critique n'est pas un luxe, mais une nécessité. Dans une ère d'information surabondante, où les opinions sont souvent confondues avec les faits, la capacité à douter de manière constructive, à analyser rigoureusement et à raisonner clairement est plus cruciale que jamais. En fin de compte, l'héritage le plus durable de Descartes n'est peut-être pas une théorie ou une idée spécifique, mais une attitude. Celle de la curiosité intellectuelle inlassable, du courage de remettre en question les idées reçues et de la conviction que, par l'exercice de notre raison, nous pouvons mieux comprendre nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à accepter une idée sans la questionner, ou à suivre une habitude de penser sans réfléchir, rappelez-vous de Descartes. Prenez un moment pour douter, pour questionner, pour penser. Car c'est dans cet acte de pensée, dans ce « je pense », donc je suis, que réside notre humanité la plus profonde et notre capacité à façonner notre compréhension du monde.